Voilà, Moussa Yoruba. Ah, voilà. Nous partons sur le terrain justement. Le ministre de l'administration du territoire, Monsieur Diba, est en direct. Nouri Condé. Bonjour, Monsieur le ministre, et bienvenue chez la Grande Gueule. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Oui, Monsieur le ministre, une information qui est tombée hier, une information relative à Monsieur Abdoulaye Ba de l'UFDG. On a appris hier qu'il aurait été arrêté à la frontière. Et vous qui avez échangé avec lui, dites-nous concrètement ce qui s'est véritablement passé hier. Est-ce qu'il y a eu arrestation, oui ou non? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Merci beaucoup, Monsieur Milimono. Je précise que il n'y a pas eu d'arrestation. Hier, comme tous les Guinéens, j'ai été interpellé par un frère qui me disait que, écoute, je viens de voir qu'on a arrêté M. Abdoulaye Ba et l'ex-maire de Kindia. Et après, mettre informé auprès des services pour savoir exactement est-ce qu'il est visé par une plainte ou quoi que ce soit. Et vu que c'était négatif, j'ai pris le téléphone pour appeler les autorités déconcentrées de la préfecture de Kundala, qui m'ont dit que non, M. Abdoulaye Ba n'est pas arrêté. Après, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui-même et les agents à la frontière. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le cadre de la libre circulation des personnes et leurs biens dans l'espace CEDEAO, il est permis à tout Guinéen détenteur d'automobile immatriculé RC de pouvoir circuler dans tous les pays de l'espace CEDEAO sur présentation d'un laissez-passer délivré par la douane de façon régulière de ton pays et de provenance. C'est comme les véhicules d'immatriculation MD du Mali, SN du Sénégal, qui viendraient en Guinée ici, ils sont soumis aux mêmes dispositions de la loi. Donc, M. Abdoulaye Ba, pour se rendre avec le papa suprême, pour lequel je souhaite un prompt établissement, à Dakar, s'est procuré plutôt d'un laissez-passer délivré par la police régionale de Kindia. Donc, lorsqu'il est arrivé au niveau de la frontière, les agents ayant constaté qu'il y avait une personne très âgée à bord du véhicule, ils n'ont pas fait de la rigueur dans la vérification des documents dont détenait M. Abdoulaye Ba. Et à la fin du processus, lorsque l'agent s'apprêtait à soulever les barrages afin qu'il puisse passer, un agent a dit non, écoutez, s'il vous plaît, remettez-moi ces documents-là. Je pense que vous devez vérifier quelles que soient les circonstances. Après vérification, cet agent a décelé que M. Ba ne détenait pas d'un laissez-passer de la douane, mais plutôt un laissez-passer délivré par la police régionale de Kindia. Donc cet agent demanda à M. Abdoulaye Ba de débarquer à bord du véhicule et demander au chauffeur de faire marche arrière pour stationner le véhicule dans leur parc. M. Abdoulaye Ba ne voulant pas accepter, les altercations se sont ouvertes entre M. Abdoulaye Ba et les agents de la police. Au bout de quelques minutes, il a accepté de tempérer et le véhicule a fait marche arrière, stationné dans le parc de la police au niveau de la frontière de Kundara. Lorsqu'il a stationné, l'agent est venu dire que, écoutez, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et nous sommes là, nous venons même de suivre une formation par rapport à tout ce qui est lié au respect des droits des citoyens de l'espace CEDEAO. Mais nous n'allons pas aussi accepter que vous puissiez bypasser nos lois. Et tandis que là où vous partez, vous faites toujours l'effort de vous conformer aux textes de ces pays d'accueil. Vous ne devez pas avoir un laissez-passer délivré par la police régionale, mais plutôt un laissez-passer de la douane. Le laissez-passer de la police est valable lorsqu'un citoyen, par exemple, se fait un citoyen perd les pièces de sa voiture, peut aller faire une déclaration au niveau de la police et obtenir un laissez-passer qui lui permet de circuler en attendant de pouvoir régulariser cette pièce. Ou un citoyen, par exemple, où le véhicule a été placé sous fourrière dans un des services de sécurité, après il récupère, il n'a pas encore les pièces de son véhicule parce que les pièces se trouvent dans les mains d'un agent de la police, on peut lui faire un laissez-passer qui lui permet de circuler. Ça, c'est valable pour le territoire national. Mais lorsqu'on doit aller en dehors du territoire national avec un automobile, avec un engin, le laissez-passer de la douane qui doit accompagner le véhicule. Donc, après ces explications, Abdoulaye Ba était encore en colère. Il est resté assis pendant un bout de moment. Après, le responsable même maintenant du commissariat central de la police aux frontières est arrivé. Lorsque ce dernier est arrivé, je crois à peu près 2 heures, après 2 heures de temps, selon leur dire d'Abdoulaye Ba, et après 1 heure de temps, selon leur dire de la police, ce dernier est venu interroger Abdoulaye Ba. Maintenant, calmement, il a répondu à ce dernier, il a dit, écoutez, vous n'avez pas raison, le document que vous avez, malgré que ça soit délivré par la police, mais ce document n'est valable que sur le territoire guinéen
et non en dehors du territoire guinéen. Donc, vous devez retourner à Koundara, prendre un laissez-passer. Abdoulaye Ba a accepté de se soumettre. Ils l'ont demandé de se retourner. Il s'est retourné à Koundara-Ville. Arrivé à Koundara-Ville, c'était presque tard. Il a demandé à lui trouver le laissez-passer de la douane. Mais sauf que pour ça, c'est au commissariat central de Koundara il était allé. Franchement, moi, j'ai appelé le préfet d'aller lui porter assistance, dit que le papa était souffrant. Parce que, encore une fois, je le répète, tout ce que nous faisons, nous essayons quand même de mettre l'humain devant tout ce que nous faisons. J'ai demandé au préfet d'aller l'assister afin qu'il puisse obtenir rapidement les documents et continuer avec le papa qui devait avoir un rendez-vous médical aujourd'hui, lundi. Donc, lorsque le préfet est arrivé, le téléphone, parce que le téléphone d'Abdoulaye Ba ne passait plus, moi j'ai essayé de l'appeler, ça ne passait pas. Lorsque le préfet est arrivé sur les lieux, le préfet a dit, mais ce n'est pas ici, c'est à la douane. Donc, il s'est dirigé avec le préfet à la douane, ils ont fait les formalités. Hier nuit, le préfet a même intimé au service d'ouvrir les bureaux afin qu'il puisse obtenir les documents. Il a obtenu les documents et il a été hébergé par le préfet. Et lui et son chauffeur et le papa, ce matin, ils ont continué leur chemin. Maintenant, quant aux businessmen, ils se sont mis à faire des déclarations par-ci par-là, que c'est une arrestation. C'est loin de là et mieux. Ils parlaient plus que d'arrestation après ce matin. On me dit encore que non, c'était une tentative d'arrestation. Je pense que tous les cas d'arrestation dont nous connaissons dans ce pays, il faut savoir que soit la gendarmerie ou la police ont été saisis par une injection de la justice ou un document de la justice qui les permet de procéder aux arrestations. Bien. Au cas d'Abdoulaye Ba, il y a une arrestation et j'ai échangé avec lui, début à la fin, pour me rassurer que il n'y a pas eu d'abus à son encontre, tout et tout. Parce qu'encore une fois, le président ne cesse de répéter, à chaque fois qu'il a l'occasion, en conseil des ministres, dans les réunions ordinaires avec les ministres, il ne cesse de dire que tout ce que nous devons faire, le droit, le respect des principes de la légalité doit prévaloir dans les actes qui doivent être conduits par l'ensemble des membres du gouvernement et par les services déconcentrés et décentralisés du pays. Bien. C'est extrêmement important. Voilà. Le ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé en direct. Pendant qu'on y est, justement, allez, on va essayer d'évoquer le cas de Étienne Soropogui, parce que c'est important de revenir là-dessus, hein, mon cher Diba, parce qu'on apprend samedi Étienne Soropogui qui a été arrêté aussi. Justement, Étienne Soropogui qui a été arrêté et transporté. Et jusque-là, on ne connaît pas et effectivement ce qu'on lui reproche. Et vous du gouvernement, puisque souvent quand un tel acte est posé, le regard est tourné vers vous. Est-ce que à date, vous savez concrètement ce qui se passe sur son cas? Et pour enchérir, monsieur le ministre, vous disiez tout à l'heure que toutes les arrestations ici en amont, c'est la police ou la gendarmerie qui sont alertées en amont avant d'arrêter la personne, sauf que pour le cas de Étienne Soropogui, il n'a pas été arrêté chez lui. Et c'est comme si c'est tout un contingent qui est venu arrêter le monsieur, mais pas à domicile. Que s'est-il réellement passé? Vous savez, je ne voudrais pas rentrer dans le débat des commentaires politiques. Mais ce que je vous dis, c'est technique. Monsieur Étienne Soropogui est visé par une plainte. La plainte, un mandat a été décerné par un parquet. La gendarmerie dispose de ce mandat depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Ils sont à la recherche du sujet. Maintenant que la personne, il est resté longtemps caché, après que la gendarmerie ait déposé des convocations à son domicile, c'est le président du conseil de quartier où il habite, au niveau de la mairie où il se trouve. Je pense que le code des procédures pénales en la matière permet que lorsque la gendarmerie, ayant épuisé tous ses recours, lorsqu'il a connaissance d'un lieu où se trouve la personne, d'aller procéder à son interpellation, et c'est ce que la gendarmerie a fait. Je pense que parfois nous devons quand même chercher à aller à la source. Le jour qu'Étienne avait été appelé, c'était simplement facile d'appeler le haut commandant de la gendarmerie, dire que écoutez, vos hommes ont arrêté tel citoyen. Est-ce que vous avez... Monsieur le ministre, nous sommes bien d'accord avec vous quant à la procédure que vous semblez décrire. Mais dans les faits, est-ce que ce mandat d'arrestation, s'il existe, a été opposé, a été présenté à monsieur Étienne Soropogui? S'il vous plaît, je vous dis dans les faits, je signe et je persiste. Monsieur Étienne sait pertinemment qu'il était recherché par la police et ce qui fait que depuis plusieurs temps, toutes ces personnes concernées... oui, mais ce n'est pas ma question. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il avait été, par exemple, saisi d'une convocation, si ce n'est pas le cas, à partir du moment où le mandat est émis, est-ce que vous pouvez nous apporter la preuve qu'il était au courant qu'il était recherché? Mais est-ce que le mandat lui a été présenté? C'est cela ma question. Je peux répondre? Allez-y, monsieur le ministre. Ok. Je vous dis encore une fois que M. Étienne Soropogui savait bel et bien qu'il était recherché avec un mandat de la gendarmerie. Les voies qui sont indiquées par la loi étant épuisées, la gendarmerie était en droit de procéder à son arrestation.
La convocation, d'abord, ils ont commencé par l'appel téléphonique, dire que vous êtes invité à vous présenter devant tel. Ce que j'ai dit, si M. Etienne Tsoropogi est de bonne foi, le jour que vous l'aurez sur vos antennes, il va le confirmer. Après l'appel téléphonique, les convocations ont été envoyées. Quand les convocations ont été envoyées, il ne s'est pas présenté. La gendarmerie s'est déplacée maintenant pour aller au domicile des sujets. Maintenant, c'est à la suite de tout cela, maintenant, une recherche a été lancée à son encontre et la gendarmerie ne fait qu'exécuter un mandat que la justice lui a donné. Voilà. Le ministre de l'administration du territoire, évidemment, Maury Condé, en direct ce matin. Monsieur le ministre, si vous nous permettez, on va vous rappeler le temps d'une pause et on revient avec vous, parce que c'est pas tous les jours qu'on vous a dans cette émission Les Grandes Gueules. Si vous nous permettez, on revient avec vous dans 5 minutes. Vous restez avec nous sur Radio Espace. Les juges continuent. Sur Radio Espace, également aussi sur Espace TV, Moussa Yoruba. Le temps pour nous de rappeler évidemment notre invité, Maury Condé, Ousmane Gawal d'ailleurs, qui va intervenir aussi dans un instant sur notre antenne. On a écouté Maury Condé qui donnait l'explication terre à terre, comme on dit. Terre à terre, voilà. Tel qu'il l'a vécu. C'est d'ailleurs, c'est peut-être parce qu'il a été l'interlocuteur de Abdoulaye Ba qui intervient. Sinon, normalement, c'est un dossier, je suppose, qui relève du ministère de la Sécurité. Exact. Mais c'est bien qu'il nous apporte ces précisions parce qu'on a l'impression que c'est comme... il est de retour. Oui, il est de retour. Allez-y. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Alors, vous nous expliquez les raisons de l'arrestation, notamment de Etienne Tsoropogi, par rapport. Est-ce que c'est toujours dans le cadre de l'organisation des manifestations? C'est le même dossier que Fonike Mengue et Ibrahima Diallo qui sont aujourd'hui détenus au niveau de la maison centrale de Conakry? Madame, je ne vous ai pas expliqué les raisons de l'arrestation de Etienne. Je vous ai dit plutôt les conditions dans lesquelles il a été arrêté. C'est différent. Je ne suis pas du parquet ministre de la Justice pour donner les raisons de l'arrestation d'un citoyen par la gendarmerie, mais j'ai donné plutôt le contexte dans lequel il a été arrêté. Le travail que la gendarmerie a fait qui a abouti à son arrestation, c'est différent. Sur les questions d'ordre judiciaire, je préfère que vous vous référez au porte-parole de la Justice. Monsieur le ministre, puisque vous avez une idée des conditions dans lesquelles il a été mis aux arrêts, la distance d'une convocation, d'un mandat, c'est que forcément, vous savez pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a été émis un mandat contre eux? Non, attendez. C'est deux choses différentes. La gendarmerie a reçu un mandat de la justice de pouvoir conduire X, Y et Z devant son parquet. C'est ce travail-là qu'il a fait. Oui, pourquoi justement? S'il vous plaît. Quitte à dire que la personne a été kidnappée, il a été arrêté sans respect des règles en la matière, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Maintenant, quant aux raisons de son arrestation et autres, vous avez le contact du porte-parole du ministère de la Justice et du parquet, ou des différents parquets d'instance de Conakry, qui sont mieux placés pour vous donner les détails par rapport aux raisons de leur arrestation. D'accord. Il y a aussi la question liée au dialogue, monsieur le ministre. On a suivi hier, je crois que c'était samedi, le Premier ministre à la tribune des Nations Unies qui a rappelé la mise en place d'un cadre du dialogue. Dites-nous, c'était annoncé pour cette semaine, est-ce que c'est toujours effectif? Est-ce qu'on ira au dialogue inclusif tel qu'annoncé par le gouvernement? Oui, bien sûr. Le décret de M. le Président allant dans le sens davantage de faire venir des frères guinéens qui, à un moment donné, avaient décidé de bouder la table de discussion. Effectivement, et M. le Premier ministre, avant de partir, a donné les instructions pour travailler dans ce sens. Les équipes sont très avancées et dans les prochains jours, et la session de ce cadre de dialogue s'ouvrira avec l'ensemble des acteurs des forces vives de la nation. Oui, voilà. Monsieur le ministre, il y a quand même dans le discours du Premier ministre un passage qui transparaît clairement où il réaffirme un peu la position du gouvernement par rapport à la durée de la transition. Il parle bien de 36 mois, comme cela se dit toujours. Est-ce que lorsqu'en même temps vous dites qu'il va y avoir dialogue, cette question est-elle discutable au moins? Discutable, c'est-à-dire, écoutez, je pense que c'est un mauvais procès, la question de 36 mois, comme dirait de la transition. Nous, on a toujours affirmé et réaffirmé devant tous nos interlocuteurs
sur la question de la transition guinéenne. Nous ne sommes pas focus sur une question de durée. Nous avons présenté un contenu à dérouler pendant cette transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et comme nous aimons... Non, monsieur le ministre, le Premier ministre dit qu'il y a 2 recensements à faire pour lesquels il faut 24 mois et que les 12 autres mois allaient être consacrés à l'organisation des élections. C'est ce qu'il dit à la tribune des Nations Unies. Et après donc des sanctions qui ont été prises contre le gouvernement et le CNRD. Donc, ce qui m'amène à dire, est-ce que vous réaffirmez toujours la durée de la transition en tenant compte des activités que vous vous êtes fixées comme nécessaires pour aller à l'organisation des élections à une sortie de crise, ou alors vous pouvez discuter même de la trame d'activités que vous, en tant que ministre de l'administration, avez présentée depuis un bon moment maintenant? Vous avez posé la même question de façon différente. Je vous dis encore, depuis le début de cette transition, lorsque nous avons présenté l'agenda de la transition qui se résume en 9 points, le 10e point de l'agenda de la transition, c'est la question liée au recensement général de la population. Il y a une confusion d'abord que je vais lever. Le recensement général de la population et de l'habitat n'est pas une activité de la transition. La Guinée fait partie des États membres du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et également membre des Nations Unies. Dans tous les pays du monde, il est établi que chaque 10 ans, les pays membres des Nations Unies et du PNUD devront procéder au recensement général de leur population et de l'habitat. Le dernier en Guinée date de 2014. Le prochain doit se faire en 2024. Mais ce n'est pas en 2024 que le gouvernement doit prendre la décision de faire ce recensement général de la population. Le gouvernement que nous avons précédé, où le ministère du Plan était dirigé par un ministre, avait déjà commencé à travailler sur le processus de recensement général de la population. L'État étant une continuité, nous sommes arrivés, le ministre de l'économie, des finances et du plan a continué ce même processus. Ce processus voudrait qu'avant 2024, le gouvernement guinéen puisse travailler sur plusieurs aspects qui doivent aboutir au recensement général de la population et de l'habitat. Je vous rappelle que ce recensement général de la population et de l'habitat, le recensement proprement dit, dure 21 jours. C'est du 1er octobre au 21 octobre 2024, normalement. Maintenant, avant ce recensement, avant ce processus de dénombrement même exact, il y a tout un tas de travaux qui doivent être réalisés, la cartographie, ainsi de suite, qui doivent être réalisés avant le jour J. Donc, transition ou pas en Guinée, en 2022, entre le mois de mars et le mois de juin 2022, le gouvernement qui devait être là avait l'obligation de prendre le décret pour le recensement général de la population et de l'habitat. Maintenant, nous l'avons mis parmi la liste des activités parce que c'est une activité phare qui demande assez de ressources en termes de mobilisation de ressources. Maintenant, l'autre activité qui consiste à faire un recensement administratif à vocation d'état civil, aujourd'hui, lorsque vous prenez notre pays, dans la sous-région, nous sommes à peu près le seul pays qui ne dispose pas d'un fichier d'état civil et qui fait qu'à chaque élection en Guinée, nous sommes obligés de débourser des millions de dollars qui peuvent servir à faire des hôpitaux, des universités et des routes pour faire le fichier électoral ou faire la révision du fichier électoral. Conséquence, les élections qui sont organisées, les résultats ne sont jamais acceptés. C'est les citoyens, le bas peuple qui payent les frais de l'inconséquence et de l'irresponsabilité parfois de l'État d'avoir le courage de bâtir un fichier électoral digne des noms et fiable. Donc, pour éviter ces erreurs du passé, comme nous le disons régulièrement, nous avons prévu de faire ce recensement administratif à vocation d'état civil, doter le pays d'un fichier d'état civil qui permettra non seulement d'aider les acteurs de la planification au niveau du ministère de l'économie, des finances et du plan, demain, les acteurs de la santé, les acteurs à tous les niveaux de la vie nationale, de pouvoir, par exemple, lorsqu'il y a un fichier d'état civil, cela va sans dire que tous les Guinéens auront désormais un numéro d'identifiant national. Les cas de décès, nous allons savoir exactement combien de citoyens guinéens sont décédés, par exemple, dans telle sous-préfecture, quelles sont les causes récurrentes en termes de décès dans la localité. Si c'est d'ordre lié aux questions de maladie, ça permet au ministère de la Santé d'adapter ses politiques d'intervention dans cette commune rurale donnée en fonction des cas récurrents de décès liés à telle maladie dans la localité. Par rapport à la planification, notamment pour le développement, aujourd'hui, nous avons des communes en Guinée qui n'ont presque pas d'école privée. Parce que nous n'avons pas de statistiques fiables qui nous permettent de se dire que nous avons combien de naissances dans ces communes. Quand je prends une commune comme Ratoma aujourd'hui, il faut être quand même d'un certain niveau pour que tes enfants puissent bien étudier parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. La planification n'y est pas. Maintenant, en dotant le pays de fichiers d'état civil,
Ça nous permet de savoir, en termes de naissance, nous avons combien de naissances et la projection dans 5 ans, dans 10 ans, quel nombre d'enfants on aura besoin de scolariser pour tel périmètre de notre territoire national. Maintenant, nous avons fait une proposition. Sauf que jusque-là, aujourd'hui, sur cette question, la CEDEAO ne nous a pas opposé de contre-proposition. Mais cependant, il a mené un facilitateur que nous avons accueilli d'ailleurs à bras ouverts. Il est venu, nous avons travaillé une première fois. La deuxième fois, les travaux ont été élargis aux acteurs des forces vives de la nation. Il s'est retourné avec une conclusion. Avant même que ce médiateur-là, ce facilitateur-là nous présente les conclusions de ces travaux à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, on a commencé à clamer déjà des sanctions contre la Guinée. Encore une fois, nous, on a toujours dit, on a réaffirmé, nous ne sommes pas calés sur une durée quelconque liée à la transition en Guinée. Nous avons présenté un agenda, nous avons demandé qu'on nous accompagne le plus que possible à mettre en œuvre cet agenda. Si cet agenda est déroulable en 6 mois, en 9 mois, en 1 an, nous devons le dérouler et puis passer le pouvoir aux autorités qui vont être élues. Nous sommes allés plus loin. On a demandé à la CEDEAO de nous envoyer ces experts électoraux qui viendront discuter avec nous techniquement sur les différents points de l'agenda de la transition. Si, après cette discussion, c'est possible de pouvoir mettre en œuvre les activités en 6 mois, en 3 mois, en 1 an, le gouvernement de la transition est ouvert. Voici un peu la position du gouvernement. Nous ne sommes pas figés. Monsieur le ministre, peut-être rapidement, est-ce qu'à date, puisque le recensement à vocation administrative relève de vos départements, est-ce qu'à date les activités ont démarré à votre niveau? Bien sûr, les activités ont démarré à notre niveau. La preuve même, on n'a même pas attendu ce recensement administratif à vocation d'état civil pour accélérer le programme de fourniture des extraits de naissance biométriques. La semaine dernière, par exemple, nous avons annoncé tous les cadres de l'administration publique vont être enrôlés pour les doter de cartes d'extraits de naissance biométriques et le processus pour l'élaboration des autres documents est en cours. Nous avançons, même si nous n'en faisons pas assez de bruit autour, mais la machine est en marche. Alors, monsieur le ministre, vous parliez de cet agenda que vous avez déroulé, que vous demandez à la communauté internationale notamment d'appuyer pour le déroulement, quel que soit le délai possible. Est-ce que vous pensez que le contenu de cet agenda pourrait être lifté notamment à l'ouverture du cadre de dialogue avec les différents acteurs présents autour de la table? Je n'ai pas bien compris votre question. Vous avez déroulé un agenda, vous-même vous venez d'inciter une action, notamment le recensement général de la population. Il y a d'autres actions que, si vous vous rappelez, que vous-même vous aviez présenté il y a quelques mois en arrière, notamment concernant le déroulement des différentes actions que vous voulez mener pendant les 36 mois qui sont évoqués concernant le chronogramme. Est-ce que ce contenu que vous-même vous aviez présenté aux acteurs politiques pourrait être débattu, pourrait être lifté, peut-être amélioré à l'ouverture du cadre de dialogue prochain? Madame, je pense qu'on ne pose pas la question sur là où il n'y a pas à poser la question. Le gouvernement décidément, vous êtes contre mes questions ce matin. C'est une question que je pose. Si vous pensez qu'elle ne nécessite pas une réponse, libre à vous, monsieur le ministre. Je vous laisse parler. Non. Lorsque vous posez une question, vous laissez l'invité répondre à votre question. Si vous continuez à parler, moi je me tais. Vous avez posé une question, vous me laissez plus. On vous sent très hostile ce matin, monsieur le ministre. Il est hostile aux questions que je pose, mais bon, libre à vous. Hein. On le fait habituellement, monsieur le ministre. Voilà, on le fait avec vous. C'est une question comme toutes les autres qui ont été posées. C'est des questions de précision, monsieur le ministre. Écoutez, j'ai dit bien, j'étais en train de répondre, elle m'a interrompu. Lorsqu'on invite quelqu'un, on souffre de l'écouter après. C'est le concept de l'émission, monsieur le ministre. Écoutez, il s'irrite pour rien. Disponible pour vous permettre de poser vos questions. Je pense que vous avez dit que c'est pas facile, mais c'est pas souvent, c'est pas réguler ma prise de parole. Si j'ai décidé d'intervenir, c'est que je veux intervenir. Mais quand on pose une question, on me laisse juste répondre. D'accord, allez-y. Le gouvernement a présenté un agenda de la transition aux acteurs des forces vives de la nation et à tous les autres acteurs. Au bout d'un moment, nous avons recueilli l'avis de l'ensemble des acteurs des forces vives de la nation. La plupart ont accepté d'écrire officiellement pour donner leur position. D'autres se sont exprimés par voie de presse. Mais vous n'avez aucun acteur politique guinéen, je persiste là-dessus, qui a refusé une partie de la transition. Les seules formations politiques qui ont donné un point contraire, c'est par rapport à la durée. Certains ont estimé que cet agenda est bel et bien possible de mettre en œuvre entre 15 à 24 mois. Mais aucun acteur politique n'a dit que oui, telle activité-là, on n'a pas besoin de ça pour un retour à l'ordre constitutionnel. Parce que
Ce qu'on doit comprendre, en l'an 2010, nous étions tous là. On a fait savoir que non, il faut aller aux élections présidentielles. Celui qui viendra, il aura la charte d'organiser les autres élections. Conséquence, les élections communales n'ont été organisées que 8 ans après. Les élections législatives n'ont été organisées que... Voilà. Le ministre de l'administration du territoire, ça se coupait, hein, donc je sais pas trop s'il est toujours là. C'est bien sûr monsieur Condé, Maurice Condé. Allez-y, monsieur le ministre. Je pense qu'il est toujours là. Non, la liaison est coupée. Voilà. Allez-y, oui. Oui, je disais, en l'an 2010, lors de la transition, les acteurs ont proposé une durée. C'est en fonction de cette durée, ils ont adapté le calendrier de la transition. Conséquence, nous avons organisé une élection présidentielle. Entre l'élection présidentielle, le premier et le deuxième tour, on a eu 4 mois. C'est une première dans le monde. Tous les experts électoraux peuvent témoigner. Maintenant, nous avons présenté un agenda. Nous avons dit, nous nous en tenons à cet agenda-là. Quelle que soit la durée que Paul ou Pierre proposeraient, nous sommes d'accord là-dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le gouvernement a présenté cet agenda, aucun acteur politique, je dis encore bien, aucun acteur politique n'a trouvé à réduire sur le contenu technique de l'agenda. La seule partie que les acteurs politiques ont refusée, c'est la question liée au recensement général de la population et de l'habitat. Et ça, c'est une mauvaise compréhension parce que pour eux, c'était une activité liée à la transition. Nous avons dit que ce n'est pas une activité liée à la transition. Voilà. Je ne sais pas, si vous avez le kit, monsieur le ministre, vous pouvez l'enlever, ça serait mieux de parler dans le téléphone parce que après, c'est quelques soucis. Voilà. Est-ce qu'il est toujours là, le ministre Maurice Condé? Il est en direct ce matin chez les GG. Évidemment, je pense qu'on l'a perdu. Hein, voilà. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les GG continuent sur Espace.